Donc l'abeille corrézienne, c'est l'association dont je suis le président qui en fait cherche à former et à éduquer les gens sur l'apiculture et sur la vie de l'abeille. On est 170 adhérents, ce qui nous fait quand même une belle association qui nous permet de pouvoir nous exprimer et de ne pas être ridicule quand on a besoin de taper du poing sur la table. Comment et pourquoi cette association est venue au monde? Elle a été créée dans les années 60, au départ à un syndicat, pour en fait que les amateurs puissent puissent contrebalancer les professionnels et avoir au moins un représentant. Enfin, je vais y arriver. Elle a été créée dans les années 60 pour que tous les adhérents puissent se réunir et commander du matériel ensemble et avoir au moins une force sur la Corrèze. Nous, nos adhérents, en fait, on les forme pour l'apiculture. C'est-à-dire que des abeilles, il ne faut pas oublier que ce sont des insectes venimeux et on ne peut pas les placer n'importe où, n'importe comment. Et pour les entretenir, il faut respecter certaines règles. Notre association, son but principal, c'est d'éduquer les gens et d'apprendre à tout le monde, à n'importe qui, à s'occuper des abeilles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut les nourrir un peu en hiver. Les temps sont durs, le changement climatique a fait beaucoup de dégâts. Et maintenant, il y a des choses à apprendre et des mentalités qui doivent évoluer. Normalement, quand on pose des ruches, il faut l'accord du propriétaire. Après, il y a un échange qui est fait parce qu'on récolte son hectare de ses fleurs. Après, maintenant, il y a beaucoup plus de réglementation. Beaucoup de gens venaient de l'extérieur récupérer le miel des monédières, par exemple, c'est celui qui l'a. Et le problème, c'est que les gens sur place étaient dépouillés de leur miel par des gros apiculteurs qui venaient de Bretagne ou autres, avec des milliers de ruches qui siphonnaient le secteur et les gens sur place n'avaient plus rien. Sans oublier que les pollinisateurs n'avaient non plus sur place, le bourdon par exemple, n'avait plus de miel parce qu'il y avait trop d'abeilles, trop de densité d'abeilles sur le secteur. Le problème c'est que la France est quand même à beaucoup de diversité et on aura plus de mal à trouver des miels d'acacia dans le nord de la France et du miel de lavande par exemple on trouvera plus dans le sud. Donc il faut que tout le monde ait un peu de miel comme il le souhaite, mais il faut laisser la place aux autres et les gens sur place, aux autochtones. Bonjour, Léonard Rouchot, donc apiculteur bio professionnel en Limousin, entre la Haute-Vienne et la Corrèze, et je présente ma gamme de 7 miels produits en 2023, et avec 450 ruches, entre le nord de Limoges, le nord de Brive et le plateau de Mille Vaches. Et pourquoi le plateau de Mille Vaches? Pour y prendre un miel, enfin, y faire travailler les abeilles qui profitent de la bourdaine, parfois même un peu de calune, de framboisier sauvage, d'une floraison particulièrement riche et productive. Quand on n'est pas connaisseur, la bourdaine, c'est quoi? C'est une plante, un arbrisseau colonisateur de zones marécageuses. Une plante qui fait entre 3-4 mètres maximum. Et avec des petites fleurs blanches calées à l'aisselle des feuilles. Et combien de temps on laisse les ruches sur place? On peut les laisser 3 semaines, un mois. On n'est pas obligé d'y rester très longtemps, la floraison peut être assez rapide. Et, la floraison est à quel moment, la bourdaine alors? C'est courant mai, ça peut commencer courant mai. L'idée, c'est d'avoir des ruches à différents endroits et d'échelonner tout au long de la saison les différentes floraisons et donc récoltes. D'où ici, je commence avec le pissenlit, ensuite c'est l'acacia, puis on part à la montagne essayer de faire de la bourdaine. Ensuite, courant juin-juillet, c'est la ronce, le châtaignier. Et l'été, je fais un petit peu de sarrasin récolté début septembre. Voilà en gros la gamme des miels Rouchot. Comment font les abeilles l'hiver? Elles hibernent. C'est très rude pour elles. Donc c'est à l'apiculteur de les accompagner, être sûr qu'elles soient bien traitées contre le varroa, qui est un parasite très, très violent contre les colonies. Qu'elles soient en ce moment protégées des frelons pour qu'elles puissent quand même aller faire quelques réserves de miel et de pollen. Et puis surtout vérifier qu'elles soient suffisamment lourdes, qu'elles aient des réserves pour tenir, que les reines soient régulièrement changées pour qu'elles soient suffisamment jeunes pour que la colonie soit populeuse comme il le faut, pour qu'elle puisse passer l'hiver. Le risque en production sont des risques que nous, apiculteurs, producteurs, adorons travailler. Mais vous voyez,
Le réchauffement climatique, tout simplement. Aujourd'hui, nous raccourcit énormément la période de production de miel. Auparavant, chaque floraison était étagée comme il le fallait. Aujourd'hui, elles ont tendance à toutes se regrouper. Ça, c'est un risque. On peut avoir des épisodes de gel très tardifs aussi au printemps qui, comme il y a quelques années, ont brûlé les bourgeons floraux de pratiquement tous les arbres. Donc on n'a pas fait d'acacia du tout en Limousin il y a 3 ans. Voilà. Bon. Après, ça, c'est notre métier, c'est un métier passion. Donc, on arrive généralement à survivre à toutes ces péripéties climatiques. Maintenant, aujourd'hui, on compte sur les consommateurs français pour acheter du miel français, si possible local, pour nous aider à survivre, tout simplement, et à faire vivre les abeilles. Oui, d'accord. Voilà. Moi, je me suis diversifié dans les miels monofloraux. Donc, je fais bien entendu de l'acacia. Je fais de la bourdaine sur le plateau du Mille-Vaches. Je transhume mes abeilles, enfin mes ruches, dans le Tarn-et-Garonne pour faire la lavande et du tournesol. Je fais également du miel de pissenlit, du miel de trèfle, du miel de luzerne, du miel de châtaignier, bien évidemment. J'ai également un rucher donc, dans le Lot où je fais du miel de forêt, qui est plutôt un miellat de chêne. Voilà, donc je fais de l'aubépine également. Sur le plateau de Mille-Vaches, on fait de la bruyère, mais malheureusement cette année, la bruyère a été victime de la sécheresse. Donc voilà, et la particularité de mes miels, c'est que je ne les fais pas chauffer pour qu'ils gardent leur propriété, puisque ma spécialisation étant les miels monofloraux, c'est essentiellement pour les propriétés inhérentes à la plante que je ne fais pas chauffer mon miel, puisque au-delà de 45 degrés, le miel change de texture, voilà, enfin, ça ternit le produit. Donc voilà, il faut consommer le miel tel qu'il se trouve en cette période, c'est-à-dire pour la plupart cristallisé, sauf le miel d'acacia, qui lui est très riche en fructose, donc il reste liquide une grande partie de l'année. Quel miel le plus difficile à réaliser? Le miel le plus compliqué aujourd'hui, c'est la bruyère, puisque la bruyère calune est un miel qui nécessite un appareillage spécifique. Il faut ce qu'on appelle une picoteuse, puisque c'est un miel qui est gélatineux à l'origine. Donc pour commencer à l'extraire, avant de le passer à l'extracteur, il faut commencer avec envoyer des pics à l'intérieur des rayons pour commencer à faire sortir le miel. Voilà. On peut en vivre de ça? Oui, vous avez autour de différents stands, vous avez des apiculteurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vendre le miel à son juste prix. Voilà, le miel, ça nécessite beaucoup de travail, de manipulation. C'est très compliqué aujourd'hui, eu égard, je dirais, au changement climatique. Nous avons eu un printemps désastreux, donc il a plu, vous avez bien vu ce qui s'est passé jusqu'au mois de mai. Et ensuite, nous avons eu des périodes de sécheresse. Donc voilà, la plante ne nectarifie qu'en fonction du taux d'hygrométrie. Voilà, la plante, quand elle souffre, elle ne sécrète pas de nectar. Donc les abeilles, elles ne peuvent pas ramener du nectar à la ruche. Donc les difficultés premières, c'est la sécheresse, le truc comme ça? Les difficultés premières, disons qu'accessoirement, on va dire, ce sont les conditions climatiques, mais l'essentiel et le problème de l'apiculture aujourd'hui, c'est la varroise. C'est un parasite qui détruit, qui pompe la lymphe, voilà, qui a des conséquences désastreuses sur les abeilles, puisqu'il véhicule des maladies. Et outre ce problème de varroa, on a également, je dirais, les prédateurs. Et aujourd'hui, le frelon asiatique, qui est arrivé en France en 2004, qui a investi tout le territoire, qui est maintenant aujourd'hui dans les pays voisins, et on n'arrive pas, lui non plus, à l'éradiquer, parce que les gouvernements successifs n'ont pas pris la mesure de cet insecte invasif. Et même pour tout vous dire, il y en a même certains qui voudraient le protéger. Or, ce n'est pas du tout une espèce locale. Hein. Il vient d'Asie et voilà, c'est un très fort prédateur puisque les colonies de frelons asiatiques sont très puissantes, très nombreuses et une colonie faible est vouée à mourir envahie par le frelon. Et aujourd'hui, sur certains territoires, il y a énormément de colonies qui ont été détruites par les frelons. Enfin, dans les départements voisins, en Dordogne par exemple, témoignages d'apiculteurs, Tarn-et-Garonne aussi, témoignages d'apiculteurs qui ont eu leur colonie détruite par les apiculteurs, par les frelons asiatiques. Il faut bien sourire un peu. Voilà. Alors une gamme variée de miel de fleurs sauvages, principalement. Le seul miel de culture qu'on a, c'est le miel de sarrasin. Donc nous, on est en production biologique, apiculture biologique. Donc on est au nord de la Haute-Vienne, dans les monts d'Ambazac, qui est un territoire de moyenne montagne avec un environnement très préservé. Donc on a divers miels, du pissenlit, du miel de printemps où il y a du pissenlit et du merisier, de l'aubépine.
Des miels d'acacia qu'on va produire par contre là en Gironde parce qu'il n'y a pas assez d'acacia autour de chez nous. Et après les miels de Bourdaine qu'on va produire sur le plateau de Millevaches. Miel de montagne, très typé framboisier sauvage et le miel de fleurs sauvages qu'on produit localement chez nous. Voilà. Mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui vont sur le plateau de Millevaches? Il y a une raison? Alors parce que le miel de Bourdaine est excellent et que c'est un endroit vraiment préservé et au-delà du miel qu'on produit là-bas, c'est un endroit où on aime aller travailler. C'est un endroit où on se fait plaisir à transhumer nos ruches là-haut parce que c'est vraiment très joli et très sauvage, quoi. Vous êtes beaucoup d'apiculteurs sur le plateau? Sur le plateau ? Oui, a priori, oui, il y a pas mal d'apiculteurs, oui. Oui. Ouais. Quelles difficultés vous rencontrez en ce moment, par exemple, depuis cette année, par rapport à la sécheresse sans doute? Alors nous, on n'a pas tellement été touchés par la sécheresse dans notre secteur. On a eu quand même un mois de juillet qui a été plutôt arrosé. Donc la sécheresse est arrivée tardivement. Du coup, la sécheresse est arrivée après les récoltes. Et du coup, on n'a pas souffert au niveau de notre production de miel d'été de la sécheresse. Elle est arrivée plus tard en août. Combien il faut de ruches pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir en vivre? Alors, ça dépend du système, ça dépend de notre système de commercialisation. Si on a un système de commercialisation où on fait que de la vente directe, on aura besoin de moins de ruches. Et il faudra avoir moins de ruches parce qu'il faudra qu'on passe plus de temps à commercialiser notre miel. Et si on fait un système de commercialisation de vente en gros, il nous faudra plus de ruches parce que le prix de vente est moindre. Donc ça peut être très variable. Entre 300 et 500 ruches, suivant le système, je dirais, quoi, global. C'est impressionnant quand même en nombre de ruches quand même. Ah ben il en faut quand même un minimum pour pouvoir se dégager un revenu. Et de quoi nous, on est apiculteurs professionnels, donc on ne fait que ça. On n'est pas en pure activité. On n'arrondit pas les fins de mois avec ça. Nous, c'est notre gagne-pain. On fait vraiment que ça, quoi. Donc il faut qu'on nourrisse notre famille avec ça, quoi. Vous fabriquez vos propres ruches? Non, par contre, non, on ne fabrique pas nos propres ruches. On achète nos ruches à un CAT en Lozère. Donc c'est des ruches qui sont fabriquées en France. Ainsi que les cadres, on achète tout notre matériel par souci de cohérence. C'est-à-dire qu'on est en bio et on milite pour que les gens mangent du miel bio. Donc on ne va pas aller acheter des cadres ou des ruches dans les pays de l'Est de la même manière qu'on n'a pas envie que les gens achètent du miel de là-bas non plus, quoi. Donc, quel bois vous choisissez? Enfin, quel bois est choisi justement pour faire une ruche? alors là, nous, on a choisi l'épicéa. Parce que c'est un bon compromis entre la légèreté et la durabilité. C'est assez léger, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais c'est un bon compromis, l'épicéa, quoi. Et c'est suffisamment résistant. Je vous souhaite une bonne foire. Merci. À bientôt. Ah oui, bien sûr, bonjour. Donc moi, je suis apiculteur en Dordogne. J'ai repris en fait la structure familiale de mon père qui était apiculteur. Donc on a une toute petite structure, hein, on a moins de 200 ruches. On travaille uniquement manuellement. Nos miels sont jamais chauffés. Jamais mélangé, jamais filtré. On essaye de garder au plus près en fait, du travail de l'abeille. On va produire les différents miels qu'on va trouver en Dordogne, hein, donc l'acacia quand le temps le permet, le tout de fleur, pas mal de miel de châtaignier. Voilà. Je veux dire, mais comment être sûr que l'abeille a bien été sur le châtaignier? Ça, c'est une bonne question. Alors sûr, je sais pas, on n'a pas encore inventé les GPS pour les abeilles. Ce qui est sûr, c'est que le châtaignier va fleurir à une certaine période. Sur cette période-là, l'abeille va se concentrer sur la floraison principale. Quand le châtaignier est en fleur, c'est une grosse floraison. Donc on est à peu près certain que ça sera du miel de châtaignier. Après, il suffit de le goûter. La couleur aussi va beaucoup nous parler. Et après, pour être vraiment certain, on peut toujours le faire analyser pour avoir des précisions supplémentaires. Donc vous déplacez vos ruches dans les endroits susceptibles pour les fleurs, donc? Alors, on a la chance en Dordogne d'avoir une saison pleine. Ça veut dire que du début avril jusqu'à fin août, on a les floraisons qui s'enchaînent et on n'a pas besoin de déplacer nos ruches. Et ça tombe bien parce qu'en plus je suis un peu feignant, alors comme ça les ruches peuvent rester au même endroit. J'ai des ruches sédentaires du coup. Et c'est un gros avantage. Hein. Gros. Et vos ruches, vous les fabriquez vous-même ou vous les achetez? Alors, comme je vous l'ai dit, mon père était apiculteur. Moi j'ai eu la chance de récupérer ces anciennes ruches qui étaient faites en châtaignier
que notre grand-père plantait et elles sont très lourdes, mais par contre très costauds. Donc je fonctionne toujours avec les ruches familiales. Quelles difficultés vous rencontrez? Alors les difficultés, premier problème je pense pour l'apiculteur, ça va être la météo. Nous on est ultra dépendant de la météo, c'est elle qui va faire qu'on produit ou pas. En ce moment les météos sont quand même un peu aléatoires d'une année sur l'autre, ce qui ne nous permet pas de garder une certaine fluidité dans notre production. Aucune année se ressemble, donc aucune récolte ne va se ressembler. Les volumes sont quand même en perdition. Donc voilà, je vais dire que la météo, c'est elle qui vraiment va impacter notre production. À cela se rajoute bien sûr le fameux frelon asiatique. Je pense que beaucoup de monde en parle, hein. Là en ce moment même il est toujours présent, hein, malgré le temps un peu plus froid, malgré les pluies. Il s'est très bien acclimaté à notre climat et c'est vrai qu'il peut faire pas mal de dégâts sur nos ruches. Et puis après on peut toujours parler des produits phytosanitaires qui eux sont... Alors le problème des produits phytosanitaires, c'est qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment, si c'est vraiment eux qui sont en cause. Donc c'est ça qui est pire en fait pour la mortalité des abeilles. Mais ils sont bien là, hein, et ils nous font du mal. Écoutez, merci, je vous souhaite de passer une bonne foire et puis à bientôt. Merci.